En 2013, j'étais en pleine phase maniaque, j'étais en crise. Ça s'est manifesté à différentes reprises. Par exemple, une nuit, je roulais sur le périphérique, à Paris, et je voyais les panneaux de limitation de vitesse défiler. À un moment, je passe un panneau 50, je le regarde, et là, je vois le 50 se transformer en 58. Et comme mon père allait justement avoir 58 ans, j'ai cru qu'il allait mourir. C'est comme ça que je l'ai interprété. Une autre fois, je devais passer un examen. C'était une coloscopie. Je devais faire un contrôle de mon côlon pour m'assurer que je ne développais pas le même cancer que mon frère François. Et alors que j'étais arrêtée à un feu rouge, j'ai eu un flash. Je me suis vue, assise, avec un cathéter. On appelle ça une chambre implantable. C'est ce qui sert à faire passer la chimio quand on a un cancer. Je suis installée là, reliée à la poche de produits qui s'écoulent, goutte à goutte. J'ai eu cette image devant les yeux et j'en ai déduit que moi aussi, j'avais un cancer. Comme François. Il y a eu plusieurs événements inquiétants comme cela. Ça allait loin. C'était complètement hors du réel. En fait, j'imaginais des choses, je voyais des choses qui n'existaient pas. Et je les interprétais à ma façon. Et les gens autour de moi se disaient « Marie, ça va pas. Il faut qu'elle soit hospitalisée. » Et c'est mon frère François qui a dû m'emmener aux urgences. Le psychiatre m'a donné un questionnaire et au fur et à mesure que je le remplissais, je tombais des nues. Parce qu'à chaque question, je cochais oui. Il a fallu que je me rende à l'évidence. J'étais bipolaire. Bonjour. Comment vous sentez-vous depuis la dernière fois? Toujours de mieux en mieux. Je sens que je vais vers une période de stabilisation. Il faut du temps. Il faut que je fasse très attention également. À ne pas en faire trop, penser à bien dormir, à bien manger. Voilà. Donc Marie, oui, a été hospitalisée suite à un épisode d'exaltation où elle a présenté des symptômes psychotiques qu'on peut retrouver dans d'autres maladies comme dans la schizophrénie. Mais là, qu'on retrouve vraiment uniquement lors des épisodes aigus du trouble bipolaire. C'est pour ça qu'on a longtemps appelé le trouble bipolaire psychose maniaco-dépressive, parce qu'on parlait de psychose auparavant pour parler du trouble bipolaire. Les gens qui ont ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 1, c'est-à-dire les gens qui ont des phases dépressives et des phases d'exaltation maniaque, vivent, oui, des montagnes russes, c'est-à-dire qu'ils passent de phases dépressives où ils peuvent être très tristes, avec envie de rien, très ralentis, au fond de leur lit, sans envie, sans plaisir, et puis après avoir des phases d'exaltation avec plein d'idées dans la tête, une excitation, et c'est vraiment deux extrêmes qui vraiment les déstabilisent et pour le corps est très, très fatigant. Après, toutes les personnes souffrant de troubles bipolaires ne sont pas dans ces extrêmes-là, mais dans le trouble bipolaire de type 1, il y a vraiment ces deux extrêmes. Au début de nos consultations, il y a 7 ans, je pense que je n'acceptais pas la maladie. C'est évident maintenant, parce que j'oubliais de prendre mes médicaments. Je vous demandais si je pouvais reporter la prise du soir au lendemain matin. Je n'étais pas au clair avec ça. J'avais du mal à me stabiliser. Et puis, il y a des choses que je ne vous disais pas sur ma vie. Maintenant, je me sens vraiment en confiance avec vous. C'est comme s'il n'y avait plus de tabou. Je vous dis tout, c'est un secret partagé. Je sais que ça ne sortira pas d'ici, que ça reste entre nous. Mais ça a vraiment été long. Ça fait 7 ans que je vous vois, et il m'a quand même fallu 6 ans pour y arriver. De toute façon, dans cette maladie, malheureusement, tout est très long, du diagnostic à la recherche du bon traitement. Vous avez une stabilité actuelle qui vous permet de bien fonctionner, et
Et ça, voilà, c'est une bonne chose. Quand je traverse une phase maniaque, je n'ai vraiment plus aucune limite, à tout point de vue. Je bois beaucoup, je fume beaucoup, du shit aussi. Je dors peu, je saute des repas, j'enchaîne les nuits blanches, je sors énormément, je fais la fête non-stop, je suis sur tous les fronts, je m'investis dans plein de projets, je file des coups de main à tout le monde. Ça impacte toute ma vie. Et c'est vrai aussi pour ma vie sexuelle. Elle est complètement débridée. Je me sens libérée, partouze, échangisme, partenaires multiples. J'ai plus de contrôle sur moi, j'ai plus de limites, aucune. Dans les phases maniaques, on a l'impression que le monde est à portée de main, qu'il attend que nous, qu'on a raison, qu'on est génial. Moi, je sais que dans ces moments-là, quand on me disait non, c'était un crève-cœur, quoi. C'était pas possible qu'on me dise non. À cette époque, je me sentais physiquement petit malgré mon 1m82. Un corps trop limité par rapport à l'envergure de mes idées. J'étais un Français qui irait s'installer à New York pour faire du cinéma. Tout était clair dans ma tête. Je serais acteur, réalisateur de western spaghetti, en même temps curé, puis pape, et enfin président de la République. Moi, j'ai mis du temps à accepter la maladie. C'est ça qui a fait que j'ai eu des internements successifs sur une période de 7-8 ans. Parce que justement, j'aimais bien ces moments-là et je me disais que ça, c'est la vraie vie quelque part. Enfin, la vie telle que j'avais envie de la vivre. Mais c'est un piège. C'est un peu comme les drogues, hein. Il y a toujours un effet positif et puis après, il y a l'enfer. On rencontre fréquemment chez nos patients un sentiment de nostalgie des phases hautes. On pourrait dire un sentiment de nostalgie du bonheur perdu. Ils ont tendance à idéaliser ces phases hautes. Parce qu'on peut les comprendre, hein, dans ces périodes-là, ils avaient peut-être une créativité augmentée, une augmentation également de la confiance en soi, plus d'énergie. Quand ils se retrouvent dans leur état d'humeur, je dirais un état d'humeur normal, ça peut leur paraître bien fade. Et ils vont, pour certains, vouloir retrouver ces états hauts parce que ça peut créer chez eux un sentiment de perte, de manque même. Ils vont vouloir retrouver ces états-là. Et pour les aider, parce que s'il faut renoncer à ces états d'excitation, c'est un véritable travail de deuil à effectuer. Et en cela, l'accompagnement psychologique est indispensable. L'engagement associatif, c'est dans ma nature. Je suis comme ça. J'ai toujours fait partie d'associations militantes. Et ça, c'est François qui me l'a transmis. Je me suis toujours investie, au minimum dans 1 ou 2 associations en même temps. Mais quand je rentre dans une phase maniaque, alors là, j'accumule les projets. Comment se transmet le VIH ? Je me trouve à la maison éco-citoyenne de Bordeaux. Le centre LGBT de Bordeaux, le Gyrophare, organise un événement. On peut vous aider. On l'a fait à Paris mercredi dernier, ce samedi aussi, et mercredi prochain à Montpellier. Et pourquoi pas chez vous à Lyon, à Rennes, à Strasbourg, à Lille ou à Clermont-Ferrand. La pression, elle monte tellement avec tout ce que j'ai à gérer qu'à un moment, le corps, il lâche. Je décompense. Et là, la dépression arrive. C'est une pathologie qui, effectivement, génère beaucoup de suicides, puisque, d'après des statistiques quand même récentes, 10 à 15% des sujets bipolaires décéderaient par suicide.
Et aussi, il faut signaler que les tentatives de suicide sont plus fréquentes les 10 premières années de l'évolution du trouble. Ce qui pose un problème quand même majeur de santé publique dans la mesure où il faut savoir aussi que le diagnostic de trouble bipolaire n'est posé souvent qu'après 8 à 10 ans d'évolution du trouble. La toute première fois que j'ai eu des troubles de l'humeur, enfin je crois, j'avais 15 ans. C'était pendant les vacances d'été, j'étais à la campagne, c'était désert. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer. J'étais triste, sans aucune raison, comme ça. Et plus tard, ma mère a fait ses premières tentatives de suicide. C'était en 2007. J'ai commencé à angoisser, à me sentir fragile psychologiquement. Mon état s'est dégradé jusqu'à ce que je tente de me suicider en 2010. C'est à ce moment-là que le psychiatre a évoqué la bipolarité. Mais je ne pouvais pas l'admettre. Parce que dans ma famille, du côté de ma mère, il y a une longue lignée de dépressifs. Et l'idée que moi aussi, je puisse avoir une maladie psychiatrique, c'était insupportable. J'ai eu une période d'hospitalisation qui a duré 2 mois. Et au début, j'étais en chambre d'isolement, complètement enfermée. Je portais un pyjama bleu et j'ai été droguée pendant 3 jours. Les gens qui venaient me donner les médicaments n'étaient pas vraiment agréables. Et en plus, comme j'étais shootée, j'avais beaucoup de mal à lire sur les lèvres. À l'époque, j'avais un implant à chaque oreille. Ça m'aidait à entendre, à comprendre. Mais là, sans la partie externe de mes implants, plus les médicaments, j'étais larguée. Évidemment, personne ne connaissait la langue des signes, et quand j'ai demandé à avoir un interprète, ils n'ont pas voulu. Je me suis même retrouvée à faire de la médiation pour une autre patiente sourde. Je tiens à les remercier malgré tout, parce que c'est dans cet hôpital que j'ai été diagnostiquée et qu'on m'a mise sous traitement. C'est eux qui ont mis en route la prise en charge et tous les soins qui ont suivi. Chaque fois que j'étais à l'hôpital, j'étais toujours en lutte par rapport à ces médicaments. Je voulais tenir le cap, pour ainsi dire. Je voulais pas me laisser engourdir par ces médicaments, quoi. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, je lâche. C'est un truc indescriptible. Je sais pas où c'était dans le cerveau, mais j'ai comme senti un truc vraiment chimique. Maintenant, tu lâches tout. Tu te laisses faire par cette merde. Tu vas au bout de ton truc. Dans le trouble bipolaire, le traitement pharmacologique, si vous voulez, est indispensable en raison de la dimension neurobiologique du trouble. Il faut savoir qu'il existe des dérèglements chimiques au niveau du cerveau qui concernent un certain nombre de neurotransmetteurs qui jouent un rôle majeur dans la régulation des émotions, du stress et de l'humeur. Il faut aussi prendre en considération que chez un bipolaire, on observe une hyperactivité émotionnelle et une hypersensibilité au stress. Bon, alors j'ai préparé votre ordonnance de sortie et qui comporte donc 2 régulateurs d'humeur différents. Donc vous avez bien retenu à quoi servent ces 2 régulateurs d'humeur. Oui. Le lithium me permet de pouvoir avoir une stabilité entre les up et les down. Et le lamictal me permet de ne pas trop descendre en dépression. Oui, c'est ça. Et faites-vous bien suivre par l'extérieur ensuite. Hein. Bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Richard. Merci. Pour expliquer les causes du trouble bipolaire, on se réfère à un modèle qui est le modèle biopsychosocial. Alors, biopsychosocial, ça signifie qu'il y a une part de biologique, une part de psychologique
notamment les traumas subis précocement dans l'enfance, et une part environnementale. La maladie va se révéler au début de l'âge adulte ou même à l'âge adulte, à l'occasion de la survenue d'événements de vie stressants. Toute mon enfance, j'étais en intégration scolaire avec des entendants. Et durant tout ce temps, j'étais dans le déni de ma surdité. C'est plus tard, grâce à François, que j'ai découvert le monde des sourds. Et ça m'a permis petit à petit de construire mon identité sourde. Mais ça a aussi provoqué une décompensation, une dépression. Quand j'ai découvert l'histoire des sourds, constamment aux prises avec des difficultés, le manque d'accessibilité, et quand j'ai aussi compris combien François avait souffert dans son enfance, combien il s'était senti exclu de la famille, sans communication, presque mis à part, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont probablement provoqué l'apparition de cette bipolarité, oui. Bon, on va vous parler rapidement des causes du trouble bipolaire, étant donné qu'il y a une séance entière qui est consacrée aux causes et auxquelles aussi l'entourage est invité. Est-ce que vous voulez qu'on aborde la psychoéducation, c'est une psychothérapie, je dirais, indispensable aujourd'hui pour nos patients et pour l'entourage. L'objectif de la psychoéducation, on pourrait dire que c'est faire en sorte que le patient devienne expert de sa maladie, qu'il puisse apprendre à repérer les signes annonciateurs d'une rechute, adhérer au traitement, bien sûr, ça c'est indispensable. La psychoéducation est dans ça parce que si je dis à un patient, voilà, vous souffrez de tel trouble, je lui donne son traitement, je lui dis au revoir, moi je pense et je me mets à leur place, je n'ai pas forcément envie de prendre un traitement si on ne m'explique pas pourquoi. Alors nous avons ouvert nos groupes de psychoéducation aux membres d'entourage en prenant en compte le fait que l'entourage est en souffrance et en détresse. Et se sent souvent complètement démunis face à la pathologie et qu'ils méconnaissent totalement. Oui, alors moi en tant que parent et plus précisément en tant que maman, j'ai eu au départ du mal à accepter le diagnostic qui a été porté pour ma fille. La maladie en fait s'est exprimée, je trouve, de façon assez discrète, avec une hyperactivité, mais qui lui servait dans ses études et qui lui servait à réussir. Donc, finalement, il y avait des côtés positifs dans cette maladie. Et ce qui m'a alertée, c'est la souffrance de ma fille, c'est-à-dire, c'est lorsqu'elle a fait une tentative de suicide, puis ensuite, elle en a fait une deuxième. Là, le monde s'est écroulé. Voilà, maintenant, c'est comment l'accompagner, ne pas être aussi sur de l'inquiétude du matin jusqu'au soir, et face à tout ça, on a forcément envie de protéger. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que je pouvais, entre guillemets, sauver Gaëlle, être là, faire plein de choses à côté, dépenser mon énergie, ne plus penser à moi. Le fait d'avoir posé ce diagnostic aussi, moi, j'ai compris que je ne suis pas dans le rôle du soignant, je suis dans le rôle de l'accompagnant. Et aujourd'hui, j'accueille ces troubles, mais je suis juste là en surveillance. Et ça, c'est un petit peu plus subtil à apprendre dans un quotidien. Bravo. Tout à fait. Quand on voit la personne de temps en temps, c'est une maladie difficile à cerner. Et puis, je t'ai hébergé pendant 1 an et demi. Quand le confinement nous est tombé dessus, j'ai été témoin de ce qu'elle vivait au quotidien. J'étais déstabilisé et j'ai cherché comment m'adapter. Et j'ai appris sur la maladie. L'année dernière, j'ai assisté au début d'une phase maniaque. Je t'avais déjà vu en phase dépressive, ça allait, c'était gérable. Mais la phase maniaque, c'est plus dur. Au mois d'août, l'année dernière, tu étais un peu agressive. Tu partais au quart de tour. Tu m'as dit, t'es en phase maniaque, là. Je l'ai mal pris. Ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille. J'avais l'impression que tu me fliquais. Je me sentais surveillée en permanence. C'était comme si j'avais plus de vie, plus de liberté. Je me sentais étouffée. La première fois que je t'ai vu en colère, j'ai découvert cette facette de toi et j'ai compris. Je me suis dit que la prochaine fois, je me garderais bien d'intervenir. Je ne l'ai pas refait, d'ailleurs. Pas vrai ?
Quand on entre en phase maniaque ou dépressive, il faut seulement nous écouter. Ne pas nous juger, ne pas émettre de critiques ou de conseils, nous assommer de paroles, ça sert à rien. Écouter, ça suffit. Oui, il y a de la souffrance, mais à côté de ça, il y a énormément de positif dans notre relation. Tu es une amie au même titre que les autres, mais tu sors de l'ordinaire. Et on partage plein de souvenirs, on s'adore. Entre les restos, les week-ends, les sorties, les fous rires, on a une super relation. Les vidéos qu'on a tournées ensemble, c'était sympa aussi. J'ai plus de bons souvenirs avec toi qu'autre chose. Notre relation, elle est normale, mais un peu hors du commun. Faut juste que je m'adapte. C'est vrai. J'ai envie que tout le monde sache que la vie d'un bipolaire, ce n'est pas une somme d'impossibles. Une vie où on ne peut pas travailler, pas faire de sport, ni mener la même vie que les autres. Non, c'est faux. On peut tout à fait travailler. Moi, je suis infirmière. Je fais du sport. J'ai des activités très diverses. Je voyage. Mais il y a un problème. Enfin, ce n'est pas un problème. C'est une maladie, la bipolarité, qui peut nous freiner, nous faire décompenser. Mais ça ne nous empêche pas de vivre comme tout le monde. Il faut juste faire attention à notre rythme de vie et à mener une vie saine. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ah tiens, c'est quoi ce truc? Il a une synapse qui dit merde à l'autre. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Il y avait mon père, c'était excellent. Il avait eu une réaction qui était géniale. Il était venu me voir à l'hôpital psychiatrique. On voyait déambuler des gens qui étaient comme ça, un peu à la... genre Frankenstein dans la famille Adams, je sais pas quoi, là. Et du coup, mon père qui voit ça et puis qui me dit « Mais t'as pas ta place ici. Mais t'as pas ta place ici. » Il y avait une profonde incompréhension. Il disait « Mais qu'est-ce que mon fils fout dans cet endroit où les gens ont l'air complètement partis, quoi ?» Mais sauf que moi, je savais pourquoi j'étais à l'hôpital. À ce moment-là, je savais pourquoi. Mais lui, il voyait que le côté presque, je sais pas comment dire, image d'Épinal... les fous, quoi. Les fous. La différence fait toujours peur. Ce qui fait peur aux gens dans les troubles psychiatriques, c'est la part irrationnelle des troubles. Puisque, par définition, ce sont des personnes qui dysfonctionnent au niveau du psychique. Donc ça fait toujours peur. On constate qu'un patient qui a un trouble bipolaire, lorsque l'entourage a bien compris la maladie, plutôt bienveillant, ça change beaucoup de choses. Ils ont un rôle important à jouer, l'entourage, en ça. Et c'est vrai que le regard de la société sur la maladie psychiatrique est terrible, encore terrible pour nos patients. Souvent, mes patients me disent, moi, quand j'ai appris que j'avais un trouble, déjà, j'étais rassurée, ça porte un nom. Je ne suis pas fou, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez nos patients, c'est cette peur de la folie. Et effectivement, on leur dit bien que non, c'est pas de la folie, c'est une maladie. Et c'est encore beaucoup véhiculé par la société que la maladie psychiatrique, c'est de la folie. J'ai créé le groupe des bipolaires parce que moi, au départ, j'étais frustrée de ne pas pouvoir participer au groupe de parole des entendants. Il aurait fallu prendre un interprète pour qu'on se comprenne, mais même avec un interprète, j'aurais quand même été la seule sourde présente. Donc, comment ils auraient pu comprendre ce que moi je vis en tant que sourde et bipolaire? Les entendants, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors qu'entre sourds, on peut échanger, s'apporter des conseils, de l'information. On s'écoute. Il y a de la bienveillance, de l'empathie, et on se sent moins seul. Ça permet de lever les tabous, et c'est aussi un moyen pour mieux accepter sa maladie. Enfin, je pense.